Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer. Alors d'abord, bienvenue, un grand bienvenue pour ce cycle de conférences proposé par la Trousse à Projets et ses partenaires dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatifs. Ce cycle est destiné aux parents, aux enseignants et à tous les partenaires de la médiation et de l'animation numérique. Il sera composé de 10 conférences qui nous permettront donc de démêler 10 idées reçues sur le numérique. Vous avez été très nombreuses et très nombreux, parents, enseignants, médiateurs, responsables de collectivités territoriales ou de l'éducation nationale, à vous inscrire à ce cycle. Merci. Cela démontre l'intérêt que suscitent encore les problématiques liées au numérique et à l'éducation. Alors, merci à toutes et à tous de nous suivre en direct aujourd'hui de 14h à 14h45. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de poser vos questions et d'interagir dans le chat. Alors ce chat, il s'accède depuis la plateforme qui vous permet actuellement de suivre cette conférence en direct. Il s'ouvrira dans un nouvel onglet, donc ne soyez pas étonnés et vous pourrez ouvrir donc les deux onglets côte à côte ou n'ouvrir le chat que l'onglet chat lorsque vous voudrez interagir. Pour vos questions, donc n'hésitez pas à les poser, nous en sélectionnerons quelques-unes. Ainsi que vos remarques pour la fin d'émission, donc la dernière partie de notre émission et pour faire réagir notre invité. Et donc, pour inaugurer ce cycle, notre première conférence adresse une question absolument essentielle en matière d'éducation au numérique. Vrai ou faux, les jeunes sont tous à l'aise avec les équipements numériques? Pour répondre à cette question et démystifier cette première idée reçue, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Bruyard, professeur des universités à l'Université Paris-Cité et directeur du laboratoire EDA. Bonjour Éric, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, avant de rentrer dans le cœur de notre sujet et dans le démêlage de cette première idée reçue, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, vous et vos principaux travaux en lien avec notre thématique? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est toujours difficile de se présenter très succinctement. Alors, en gros, ça fait maintenant quasiment 40 ans que je travaille en recherche sur les questions de conception et d'utilisation des technologies informatiques ou numériques en éducation et formation. Et j'ai mené et coordonné beaucoup de travaux sur ce thème dans divers postes. J'étais en école normale à Bonneuil, en IUFM, c'est les instituts de formation des maîtres, à Créteil et à Caen. J'étais à l'école normale supérieure de Cachan et maintenant je suis à l'université Paris-Cité. Alors j'ai coordonné des MOOC aussi. Alors ces MOOC, c'est des grands cours sur Internet, dits massifs, qui incluaient des webinaires comme on fait aujourd'hui. Ces MOOC, on les avait appelés EFAN, c'est-à-dire enseigner et former avec le numérique. On avait fait ça sur tout un tas de questions liées à la formation des enseignants pour le numérique, que ce soit dans le scolaire et le supérieur. Et peut-être un des points que je suis content d'avoir fait, c'est qu'on a fait le seul MOOC, en fait, avec des élèves et des enseignants de primaire de classe rurale, où on avait associé des écoles françaises, québécoises et tunisiennes. Alors, sur la question des compétences des jeunes, on a beaucoup travaillé, alors notamment en 2006, avec mon collègue Georges-Louis Baron, à la demande de l'OCDE. En gros, à l'époque, rappelez-vous, c'était il y a 15 ans, l'OCDE s'intéressait, et plein d'autres, à ce qu'ils appelaient les New Millennium Learners, c'est-à-dire les apprenants du nouveau millénaire, et ils avaient demandé des études en différentes langues à différents pays sur finalement les spécificités de ce qu'on pouvait appeler les indigènes du numérique et ce que devait penser l'éducation de ces nouveaux jeunes et leurs besoins et les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. C'est à cette époque où on avait détourné un petit peu cette expression de digital natives, de natifs du digital, en digital naives. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait de très grandes disparités chez les jeunes, de grandes limitations dans leurs compétences, que c'était des cibles pour le marketing, indiquant justement les responsabilités des grandes institutions éducatives. Merci beaucoup. Donc, et effectivement, ça nous donne une transition toute trouvée vers notre thématique, et c'est pour ça qu'on vous avait proposé d'introduire. Prenons notre titre en fait, que j'ai annoncé en introduction et que je vais rappeler. Vrai ou faux, les jeunes sont tous à l'aise avec les équipements numériques. Point d'exclamation. Donc évidemment, c'est à chaque fois une idée reçue ou une mythologie ou en tout cas une phrase approximative. Comment vous décryptez ce vrai ou faux en l'occurrence? Pourquoi cette idée reçue continue-t-elle à circuler? D'où vient-elle? Vous avez commencé un petit peu à l'évoquer. Et pourquoi finalement est-elle encore si populaire? Alors bien évidemment, c'est faux. Beaucoup d'études le montrent depuis très longtemps. Mais le fait qu'elle soit reprise sans arrêt, ça pose question. C'est-à-dire peut-être qu'il y a derrière des fausses évidences, peut-être aussi des points importants et peut-être des implicites
qui sont cachés un peu derrière cette incertitude. Alors, pourquoi ça revient sans arrêt? D'abord, on peut penser à la gêne des adultes, que ce soit enseignants ou parents, qui sont, comment dire, obligés d'admettre qu'ils sont moins à l'aise dans le maniement des technologies que certains de leurs enfants et leurs élèves, ou même beaucoup de leurs enfants et leurs élèves. Et ces élèves, ces enfants, certains semblent se débrouiller comme des experts, alors que les adultes patauchent complètement. Et à partir de là, on en vient à leur octroyer des compétences presque magiques, comme s'ils nageaient dans le numérique comme des poissons dans l'eau. En gros, alors cette idée, j'ai juste rappelé avant, cette idée est associée au fait qu'ils seraient nés avec les technologies numériques, donc ils seraient natifs du numérique, alors qu'on n'en serait que des immigrants, ce qui donnerait une explication par rapport à leurs compétences. Peut-être derrière aussi, il y a des formes de pensée qu'ont les plus jeunes, la découverte, l'essai-erreur, alors que beaucoup d'adultes restent à la culture du mode d'emploi. Quand on veut découvrir quelque chose, on va lire un mode d'emploi, essayer de comprendre tous les éléments avant d'utiliser. Ils n'ont pas du tout cette perspective-là. Et finalement, leur capacité à apprendre rapidement des gestes. Alors, si on y croit, c'est aussi peut-être que ça arrange certains, ça arrange le marketing, parce que finalement, on va vendre sans souci de technologie. Les jeunes, quels qu'ils soient, sauront facilement son service. On n'a pas besoin de les former pour ça. Ce sont tous des experts. Peut-être aussi du côté de l'éducation, de dire, voilà, ben, finalement, on ne va pas mettre en place des formations puisque ce n'est pas nécessaire. Ils le feront tout seuls. Et peut-être ça cache une forme de conception de l'enseignement, notamment en France, où on ne prend pas forcément suffisamment le temps d'enseigner les techniques qui favorisent l'apprentissage. On laisse finalement ça aux élèves, le soin dans beaucoup de cas, de les maîtriser eux-mêmes. Alors bien sûr, c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Alors la première idée, c'est cette idée que tous les élèves sont comme ça. Alors on reprend la vieille phrase de Bourdieu, hein, c'est la jeunesse n'est qu'un mot. En fait, les jeunes, ils sont extrêmement différents. Et leur rapport au numérique, leur capacité dans l'utilisation des technologies numériques dépend d'énormément de variables qui sont à la fois sociales et bien évidemment psychologiques. Donc tous ne sont pas là. Et alors si on utilise le tous, c'est peut-être qu'il y a derrière ça peut-être une forme où on va rejoindre une grande partie des jeunes. C'est-à-dire que on s'aperçoit que les technologies numériques deviennent un marqueur générationnel. C'est un moyen de se différencier des adultes, mais aussi de la génération précédente, de la suivante, et de construire sa propre culture adolescence. Et dans ce sens-là, effectivement, une grande majorité sont dans un rapport particulier avec les technologies numériques. Alors, c'est un moyen d'émancipation, de mobilité, mais c'est aussi une forme de tyrannie, il ne faut pas l'oublier. Dominique Pasquier avait écrit un livre sur les cultures lycéennes avec la tyrannie de la majorité. Alors, comme c'est un marqueur générationnel, effectivement, ça change avec les générations. Et quand on dit qu'ils sont nés avec, quand on prend toutes les générations, elles sont nées avec des technologies très différentes. Ceux qui sont nés en 2000, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont nés en 90 ou ceux qui sont nés en 2015, ou maintenant qui seront nés en 2020. On peut parler de la génération Google avec les moteurs de recherche, peut-être la génération Fortnite avec les jeux, les générations Facebook, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes outils numériques à disposition et les mêmes cultures numériques qui se développent dans les réseaux de jeunes. Alors, c'est bien un facteur d'évolution, mais c'est une contrainte collective. Hein, et la notion de cyberharcèlement, par exemple, elle est très présente maintenant dans l'ensemble du système scolaire. On sait que ces technologies peuvent être utilisées comme un moyen de pression, un moyen qui est à l'opposé de l'émancipation, mais un moyen de harcèlement très fort. Alors, le fait qu'ils soient nés avec le numérique, c'est ce qu'on entend comme argument. Ça me rappelle la chanson, hein, né quelque part. Il faut bien être né quelque part. Ils sont nés dans une situation, dans un environnement particulier, dans un moment générationnel. Et peut-être derrière, même si chaque génération chasse l'autre et chacun a ses propres outils, sa propre culture, il reste une opposition entre enfants et adultes. Alors, cette expression native du numérique, les gens souvent l'attribuent au journaliste Mark Prensky en 2001. Mais en fait, elle ne vient pas de Mark Prensky du tout. Il l'a reprise de quelqu'un qui s'appelle John Perry Barlow, qui était du groupe Grateful Dead, un groupe de rock, et qui est cofondateur de la fondation de Electronic Frontier. Et en gros, lui, en 96, il faisait cette déclaration du cyberespace disant, voilà, vous êtes terrifiés par vos propres enfants parce qu'ils sont natifs d'un monde où vous serez toujours des immigrants. Parce que vous les craignez, vous confiez à vos bureaucraties les responsabilités de parents auxquelles vous êtes trop lâches pour faire face. Alors c'est un peu dur, mais ça montre bien effectivement que
cette notion et cette opposition peut exister et que finalement, il y a certainement un fossé à enlever entre les générations, entre les enfants et les adultes, s'agissant d'une certaine culture liée au numérique. Oui, en effet, c'est vrai que là, donc vous avez déjà abordé deux aspects qui sont très importants. C'est effectivement que on a dans cette jeunesse, en fait, autant de jeunes qu'il n'y a de jeunes. Enfin, la jeunesse n'est qu'un mot, vous le disiez, et cet aspect né avec le numérique qui est clairement problématique et vient s'ajouter à ces deux premiers aspects. Donc la question des compétences, ça c'est un terme qui est très cher dans le monde de l'éducation nationale et qui parfois pose problème aussi quand on ne maîtrise pas le vocabulaire. Donc peut-être qu'on peut aussi compter sur vous pour nous éclaircir un peu ça, parce que c'est vrai qu'on sait, hein, les travaux montrent que les compétences dites sociales, scolaires, culturelles, pour ne citer que celles-là, sont elles aussi très inégalement réparties dans la population et donc également chez les jeunes. Et donc, comment on met ça en lien avec ces fameuses compétences numériques? Et d'ailleurs, quelles sont certaines de ces compétences numériques, c'est cette capacité à utiliser des équipements numériques, à développer des pratiques et non pas que des usages. Enfin, je sais qu'il y a plein de terminologies qui sont un peu compliquées à comprendre et faire en sorte que voilà, il y ait des pratiques de production, de contribution et pas simplement de consommation. Alors, déjà, effectivement, comme on vient de le voir, c'est un acteur générationnel, c'est-à-dire on a besoin de technologie pour s'insérer dans les groupes, ça fait partie de ça. Mais quelles compétences ils développent? Alors, ce qu'on a vu, c'est que les compétences sont mal partagées, mais elles sont globalement aussi très insuffisantes. Alors, beaucoup d'études l'ont montré, là je peux référer à une étude européenne de 2012, où ils disent clairement que la plupart d'entre eux souffrent d'un sérieux déficit de compétences en la matière. Les grandes études montrent d'ailleurs très souvent que les filles sont souvent meilleures que les garçons, mais qu'on regarde les compétences informatiques, en gros en lien avec le scolaire, mais elles ont tendance à sous-estimer leurs compétences, alors qu'en général, les garçons surestiment leurs compétences. La manière dont ils l'utilisent, comme c'est lié à leur vie d'adolescent ou leur vie d'enfant, ils l'utilisent d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est des connaissances de manipulation, c'est des connaissances d'immédiateté, de connivence avec technologie. Ils font ça de manière adolescente, c'est-à-dire il faut que ça fonctionne tout de suite, le plus rapidement possible. Donc c'est pas forcément lié aux compétences vraiment scolaires, on va le revoir, mais le problème qu'ils ont, c'est très souvent il y a un manque de conceptualisation derrière, c'est-à-dire ils savent reproduire des gestes qu'ils ont vus pour faire fonctionner leur appareil d'une certaine façon, mais ils ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière. Il y a une forme de métaphore, hein, c'est-à-dire qu'ils sont comme des poissons dans l'eau, mais le poisson, il n'a pas la conscience de l'eau, il n'a pas la compréhension de l'eau. Et malheureusement, s'ils ont une surutilisation des technologies numériques dans leur vie de jeunes, ils n'ont pas forcément la compréhension de ce que font ces technologies. Et après, ils ont peut-être finalement une difficulté à les utiliser en dehors de leur vie d'adolescents, d'enfants. En fait, ils entretiennent un lien plutôt communicationnel, communautaire, ludique, consumériste aux technologies. C'est plutôt ça le mode de choses. Et c'est pas tellement conciliable avec l'usage raisonné, prescrit par l'institution scolaire. En gros, c'est des formes d'utilisation qui peuvent être en opposition. On peut peut-être revenir un tout petit peu sur ce dernier aspect, parce que effectivement, il est très important. Il va nous permettre aussi de passer sur la suite, sur le fait de réfléchir à des conseils en fait à donner à la communauté éducative. Mais c'est vrai que c'est intéressant de rappeler ce rapport particulier. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter quelques exemples de ces rapports communicationnels, communautaires, ludiques, consuméristes quand vous évoquez ces termes? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de rapports qu'entretiennent les jeunes avec leurs équipements numériques? La façon, c'est que c'est surtout, ça s'est accéléré avec le téléphone portable, parce que c'est un objet qu'on a sur soi. Donc, il y a une énorme proximité. C'est pas un objet distant. C'est-à-dire que les jeunes vont, par exemple, passer beaucoup de temps à regarder Instagram, à regarder Facebook, à regarder tout un tas de choses, et ils ont du mal à s'en détacher. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ils veulent intervenir. Donc, c'est une forme d'utilisation qui est fortement liée à l'immédiateté. Alors que les usages qui sont des usages plutôt scolaires sont des usages où on va enlever l'immédiateté. C'est-à-dire, on va essayer de prendre du recul, prendre de la distance, ne pas faire immédiatement, mais avant de résoudre, avant de comprendre, je vais réfléchir et après, je vais faire quelque chose qui va
être un petit peu plus intéressant et découvrir ce recul. Et en gros, la grande difficulté de l'usage des technologies numériques en classe, c'est qu'on va utiliser des technologies assez similaires, mais d'une manière totalement opposée. D'un côté, vous avez des technologies d'accélération du temps, d'immédiateté, c'est l'usage adolescent, en gros, et de l'autre côté, vous voulez un usage réfléchi, ralenti, etc., etc. Et toute la difficulté dans le scolaire, dans l'apprentissage, c'est d'utiliser ces technologies d'accélération pour ralentir le temps. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut passer à la prise de distance, il faut passer à la production, pas uniquement à la consommation. Alors là-dessus, on sait que finalement, il n'y a pas tellement justement, les compétences sont souvent manquantes. On a fait une étude il y a 15 ans sur l'usage de la maîtrise des tableurs par collégiens, lycéens, début de l'université. On s'est aperçu effectivement qu'il y avait un manque de connaissances criant des élèves. Ils ne savaient pas faire la plupart du temps. Donc là, on parle de logiciels comme Microsoft Excel. Voilà, exactement. Et en gros, ce qui se passait, c'est ceux qui étaient un peu plus débrouillés, ils ne l'avaient pas acquis à l'école. Ils l'avaient acquis, par exemple, avec le sportif, parce qu'ils voulaient gérer les performances, etc. C'est-à-dire qu'il y a des modes ou des cadres d'utilisation qui se faisaient en dehors de l'école. L'école ne les aidait pas à apprendre. Alors, les choses sont en train de bouger, mais pas forcément sur l'ensemble des choses qui seraient intéressantes avec la technologie. Je prends l'exemple des tutoriels. C'est des choses qui se développent de plus en plus. Avec YouTube, vous avez tout un tas de tutoriels sur plein de choses. Alors, j'ai découvert ça justement avec un enfant de la famille où il aimait bien le pen spinning. Alors, le pen spinning, tout le monde sait ce que c'est jongler avec un stylo avec sa main. On va le faire tourner entre ses doigts. Et en gros, il y a des tutoriels qui expliquent comment faire des figures très complexes avec ce pen spinning. Donc, les enfants vont effectivement voir les vidéos, vont s'entraîner, etc., etc. Alors, c'est pas des compétences qui sont très valorisées à l'école. Le fait de savoir faire tourner son stylo avec les mains, peut-être que ça peut aider les élèves à détendre pour leur travail, mais s'ils veulent des grandes performances, effectivement, là c'est particulier et c'est hors scolaire. Dans les jeux, ils font beaucoup de jeux multijoueurs, comme Fortnite ou plein d'autres. Ils font plein de choses extrêmement intéressantes. Il y a plein de tutoriels qui les aident à tout ça. Mais s'il y a plein de choses qu'on peut apprendre avec des tutoriels, il y a des choses qu'on n'apprend pas du tout avec les tutoriels, justement, qu'on apprend autrement. Et l'école, justement, elle est là pour apprendre autre chose que ce qu'on va apprendre avec les tutoriels. Oui. On apprend des savoir-faire, on peut les apprendre très bien, et ils sont à l'aise dans cet univers-là. L'univers de l'école, où effectivement, là encore, c'est le ralentissement du temps, il faut refaire, il faut prendre le temps, etc. On ne va pas recopier un geste qu'on voit immédiatement. Voilà, c'est autre chose, et effectivement, ça pose question. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'action de l'école, c'est effectivement de transmettre des apprentissages qui paraissent comme étant inutiles sur le moment, enfin d'une certaine manière, versus les apprentissages qui correspondent à des besoins là à l'instant T, savoir marcher, savoir parler, qui viennent donc c'est des travaux qui existent également. C'est très intéressant et ça nous amène donc à notre un peu notre dernière partie. Ça me permet aussi de rappeler que on attend vos remarques et vos questions pour notre partie d'échange qui démarrera vers 14h30. Donc n'hésitez pas. Et donc cette dernière partie nous amène vers la question maintenant de l'action éducative qu'on peut encourager. On a commencé à aborder quelques aspects, la question de la mise en production, de la mise en contribution. Est-ce qu'on peut aller donc un peu plus loin et de réfléchir ensemble à ce qu'on peut proposer aux différents acteurs éducatifs, sachant qu'on sait que ce cycle de conférences s'adresse aux enseignants, mais aussi aux parents et aux autres acteurs de la médiation numérique, de l'animation numérique. Et je les mets dans un ordre, mais il n'y a pas de priorité. Voilà, quel conseil peut-on donner à ces différentes parties prenantes qui chacune ont une prise et un fort impact sur l'éducation? D'abord, juste un point. Donc, si on est bien d'accord que le numérique, c'est pas une simple question technique, il y a derrière une question culturelle. Donc, on va aborder cette question de culture, d'ouverture culturelle avec le numérique. Alors, j'aime bien faire la différence entre les outils et les instruments. Les outils, c'est ce qui vous permet de transformer la matière, donc de jouer sur la matière. C'est un effecteur. Et l'instrument, traditionnellement, c'est ce qui permet d'avoir des données sur le monde, donc d'observer le monde. Et ces technologies, elles jouent sur cette dualité. Outil, ça transforme et ça permet de comprendre et de voir le monde. Il faut les aider à l'école
au collège à justement mieux comprendre et à voir le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir des utilisations, des usages de ces technologies qui ne sont pas uniquement dirigés vers la performance, la rapidité, mais justement des façons de prendre ces technologies dans un univers plus culturel, plus critique par moment, plus détourné. En fait, le détournement, c'est une forme d'apprentissage tout à fait essentielle. Et le rôle de l'école est extrêmement important là-dessus. C'est-à-dire, il faut permettre aux enfants d'aller détourner les technologies dans un milieu sécurisé et sécurisant, justement, où il y a des adultes autour qui les empêcheront d'aller trop loin, de faire des erreurs. Et justement, de se dire, finalement, voilà, on veut utiliser la technologie pour faire ceci, c'est comme ça que c'est bien, mais si on faisait autrement, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait si, justement, au lieu du traitement de texte, on va écrire du texte, on va mettre des textes très hauts, très petits, on va mettre de la couleur, on va changer, on va faire finalement une palette. C'est autre chose, c'est pas le texte qu'on va écrire, c'est autre chose. Si on utilise les outils pour justement penser autrement, pour voir le monde différemment. Cette façon de détourner, je pense qu'elle est tout à fait essentielle dans l'apprentissage. Pour les mathématiques, par exemple, tous les enfants apprennent à utiliser un compas. Mais les enfants primaires vont s'amuser à faire des rosaces, à faire tout un tas de trucs. C'est des figures qu'ils n'utilisent pas mathématiquement. Mais ça leur renforce leur maîtrise, justement, de l'instrument. Et quand ils auront besoin d'utiliser en mathématiques, ils sauront le faire parce qu'ils ont passé du temps à faire autre chose, justement, de l'instrument. Ils ont passé du temps à aller voir autre part ce qui se passe. Et on a trop tendance, avec ces technologies, de dire, voilà, c'est risqué, et avoir des approches qui sont plutôt des approches de droit. Voilà, on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. C'est légitime et pas. Mais ça, on ne peut le comprendre que si on a fait des utilisations qui sont pas très légitimes. Mais on l'a fait dans un cadre où justement on peut se risquer à faire ça. Et après, on va collectivement s'apercevoir, si on fait ça, ça marche pas pour telle raison, etc. Et après, on va prendre un apport des technologies tout à fait différent. Ce qu'ils n'ont pas dans leur vie de tous les jours. Dans la vie, et effectivement, ce monde, par exemple, des réseaux sociaux, il est très cruel. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est très dangereux. Donc, avoir quelque part, à l'école ou en famille, des éléments où on va pouvoir s'amuser avec la technologie, faire autre chose, sans risque, sans justement difficultés qui vont être liées à ce qu'on va mal faire, ça, c'est très, très important. Il y a presque un aspect, donc, un peu ce côté pratiquer les technologies, pratiquer les outils numériques, avoir des usages émancipateurs, des usages de production, versus ce que vous disiez plutôt, des usages de consommation strictement. J'ai un outil, j'utilise tel que l'outil m'a été un peu donné. Et ça, quand on avait préparé cette conférence, on avait aussi un peu parlé de la question de l'équipement. Je pense que ça, c'est une indication assez intéressante à la fois pour l'école, mais aussi pour les familles. C'est que tous les équipements numériques ne se valent pas. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? Oui, en fait, dès qu'on veut utiliser des choses avec suffisamment de capacité d'expression pour voir, les ordinateurs sont très bien pour ça. Vous avez de la place, vous avez des écrans. C'est moins le cas avec les tablettes. Les tablettes sont plutôt des outils de consultation, de consommation et pas tellement des outils de création. Les téléphones portables sont très utiles pour certains cas, mais la petitesse de l'écran, tout un tas de choses, restreignent justement pour des usages très productifs. Donc, si on peut, à l'école, autant avoir des technologies qui favorisent justement l'expression, la production, les essais, les erreurs, les échanges, plutôt que des choses où on va être contraint uniquement dans un rôle justement de simple lecteur d'éléments qui sont produits tout à fait ailleurs. Tout en ayant des usages du smartphone, par exemple, dans un usage scolaire qui peut être assez fort en termes d'éducation aux médias, de captation audio, de films, etc. Mais effectivement, moins peut-être pour la production écrite. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de penser équipement et compétences numériques à mettre en face et cette fameuse capacité à bidouiller, à étendre les pratiques, à détourner parfois même le côté technologie. Exactement. Il faut ouvrir, en fait, le rôle de l'école, c'est d'ouvrir les possibles. D'ouvrir les possibles dans un temps où, justement, on n'est pas limité, on n'a pas de choses à faire immédiates, justement. Ce qui compte, c'est le temps qu'on va passer à faire ça, la compréhension, justement, à pouvoir se dire, tiens, je vais essayer de faire ça, on prend le temps qu'il faut, on voit que ça marche pas, c'est pas grave, on va refaire autrement. Et c'est comme ça qu'on comprend les choses, c'est comme ça qu'on va, finalement, faire des choses intéressantes. Quand on regarde les gens qui sont plutôt créateurs après dans leur vie, c'est ceux qui ont utilisé les technologies de manière créative, qui ont pris le temps très jeunes de faire ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans un rôle de consommation,
mais très vite dans un rôle où il voulait construire les choses. Mais il faut que si ça marche pas, c'est pas grave. Que si on se trompe, c'est pas bien ennuyeux. Puis il y en a d'autres, on va changer, on va refaire, etc., etc. Tout ce phénomène est important. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que comme la technologie devient un marqueur générationnel, on ne peut pas le faire dans la vie standard. C'est plus compliqué. Il faut faire avec des gens qu'on connaisse bien, il y a toujours des risques. Il faut maîtriser ces risques-là. Et un adolescent, il va d'office, lui, s'exposer aux risques. Ça fait partie de la culture adolescente. Donc, il est quelque part des endroits où, justement, il y a des refuges, où il peut tester des choses sans grand risque. C'est ça qui va l'ouvrir et c'est ça qui va favoriser sa grande culture, justement, technologique, pour, en gros, après, apprendre et faire d'autres choses. Oui, et puis si on reste, après on essaiera de finir sur la partie parents et partenaires de l'école, mais si on reste sur le champ éducatif, il y a effectivement aussi le fait que, comme on le disait, les jeunes ne sont pas tous égaux par rapport à ces différentes compétences numériques, et particulièrement sur la question de la production versus la consommation. Il y a des études qui montrent régulièrement que le pourcentage de jeunes qui produit est, je crois, de mémoire inférieur à 10%, et que c'est très sociologiquement marqué, que ce sont les jeunes issus de familles diplômées, de cadres de catégories socio-professionnelles supérieures, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a des liens, et donc que c'est aussi dans le cadre scolaire que peuvent se réinventer des temps de création, de production. Est-ce que vous partagez cet avis? Ah, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, cette accélération du temps et ces proximités avec le téléphone portable qui est tout le temps proche du corps, avec des temporalités extrêmement courtes, fait que on n'a plus le temps de raisonner. Je vais vous prendre un exemple. Les gens aiment bien dire que les technologies sont intuitives. La notion d'intuitif, c'est une notion marketing. Il n'y a rien d'intuitif dans ces technologies. En fait, on reconnaît ce qu'on a déjà connu, ce qu'on a déjà appris. Et l'intuition, dans ce sens-là, c'est souvent un piège. C'est-à-dire, le marketing nous fait croire qu'on choisit et c'est proche de notre intuition. En fait, c'est proche de ce qu'on se fait déjà. C'est-à-dire qu'on est victime d'une forme de dressage autour de ça. Et on ne peut s'en apercevoir que si on a pris la distance avec ces technologies et on a justement des moments où il y a un temps suffisant entre ce qu'on va percevoir et l'action qu'on va faire, qui peut être une dizaine de secondes, une minute. Si à chaque fois on répond dans la seconde qui suit, on est dans finalement le geste qui a été finalement le dressage, des choses qui sont comme ça. Et ces technologies, il y a un risque où justement on confonde l'apprentissage, qui est quelque chose de maturé, de distant, avec quelque chose qui est la réponse rapide à quelque chose. En fait, le geste qui est complètement impulsé, ordonné par les impacts technologiques. Et peut-être juste pour finir, avant de passer à la session questions-réponses, est-ce que vous avez en dehors du champ scolaire est-ce qu'il y a des choses qui ont été montrées comme étant intéressantes à explorer du côté des parents, du côté des partenaires de l'école, en matière d'équipement, en matière d'accompagnement, etc. En gros, voilà, non, les choses avaient été faites très longtemps avant. En gros, dans les plans initiaux, avant les années 2000, effectivement, il y avait une association avec les parents. Ça n'a pas continué. Les parents n'ont pas forcément tout le temps, et il n'y a pas forcément de connexion et de communauté incluant véritablement les parents, l'ensemble des parents. Donc ça, c'est très difficile parce que si le pouvoir n'est donné qu'à certains parents, c'est pas forcément la bonne solution. C'est les parents qui savent déjà. On peut renforcer plutôt encore des formes d'inégalité ou des façons de voir qui sont liées à une forme particulière. L'idée, c'est de donner l'occasion de faire tout ça. Alors, les écoles sont pas très ouvertes, malheureusement, pour ça. C'est-à-dire, peut-être qu'il y ait des lieux où, justement, on peut échanger. L'échange, il est très important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout seul, on fait avec les autres, justement. En tout cas, ça, c'est clairement l'objectif entrepris dans le cadre des territoires numériques éducatifs. Et globalement, depuis quelques années, l'école se rapproche du monde des parents. Enfin, ce sont deux mondes qui, effectivement, tentent de se rapprocher avec toutes les difficultés qu'on connaît. On va arriver donc à notre moment un peu questions-réponses. Donc vous avez encore le temps de nous les poser et on va commencer à me les transmettre. Donc Eric, je commence avec une première question de Caro. Le numérique est-il selon
est-il le seul outil pédagogique qui prend en compte toutes les formes d'intelligence, d'où l'intérêt dans l'enseignement en mettant l'apprenant acteur de son apprentissage? Point d'interrogation. Le numérique, il est difficile de donner des frontières, donc la réponse, je ne peux pas vous la donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut développer plein de formes d'intelligence, il faut varier l'ensemble des situations, varier l'ensemble des activités qu'on fait, etc. La variation, c'est extrêmement important. C'est ça qui est possible. C'est ne pas travailler toujours avec les mêmes choses. Avoir ces phases de découverte, il faut que toutes les parties du corps soient incluses. Le risque avec les technologies actuelles, c'est que on est plutôt lié un peu avec les mains et la vue. Et les autres sens ne sont pas liés à tout ça. Ben non, il faut justement pour les élèves, si le numérique ne permet pas de mobiliser d'autres sens, ben il faut faire d'autres activités. Donc c'est vraiment la grande variation de tout ça qui est très importante. Ça, c'est central à l'école aussi. Ça, c'est quelque chose dont on reparlera probablement dans ce cycle de conférences. C'est la question effectivement du rapport au temps d'écran, etc. Où effectivement la plupart des experts démontrent bien que la question du temps n'est pas le caractère le plus important. C'est surtout la question de l'activité. Et effectivement, de cette variété d'activités, on peut passer 2 heures devant un écran entre guillemets, un ordinateur, un téléphone ou une enceinte qui nous lit une histoire ou un podcast et avoir fait 5 activités différentes, certaines de production, certaines de divertissement, certaines de consommation. Autre question, existe-t-il des études internationales qui ont mesuré les compétences numériques des élèves et de surcroît au regard des programmes d'enseignement de manière à voir si un enseignement numérique spécifique est nécessaire? Question de Emmanuel. La réponse, c'est qu'on ne peut pas le faire. Je veux dire, mesurer les compétences, la notion de compétence, elle est déjà peu claire en elle-même. On n'a pas abordé ça, mais la notion de compétence, c'est un savoir agir en situation complexe, mobilisant des ressources internes et externes. C'est une définition qu'on a voyée que c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, compétences numériques, on ne sait pas trop ce que c'est, ça dépend des rapports que vous avez, des instruments que vous avez, des connaissances que vous avez, etc. Les programmes scolaires sont assez peu explicites. Alors, même s'ils sont rédigés en termes de compétences, ils listent souvent des compétences indépendantes et ça n'a pas grand sens vis-à-vis de l'éducation. C'est une vaste question assez complexe. Il y a une vague actuellement d'approche par compétences. Alors, on va faire des listes de compétences. On va les lister comme s'il y avait des compétences indépendantes. Là, dans mon cas, à l'université, quelqu'un a travaillé sur un domaine à l'international et ils ont mis en évidence 1700 compétences. Comment vous faites un enseignement à partir de 1700 compétences? Alors, vous êtes obligé de penser autrement. C'est-à-dire que l'enseignement, il ne se bâtit pas comme ça. Il essaye de voir les liens qu'il y a entre les compétences, de voir les modalités d'acquisition qui vous permettront de, effectivement, entraîner des choses, découvrir d'autres, jouer les connaissances ensemble et les compétences ensemble et être capable, après, de les mobiliser dans des situations particulières. Donc, vous voyez, ces mesures, à mon avis, n'ont absolument aucun sens. Le danger, c'est d'y croire. Je pense que je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. En fait, je peux vous renvoyer à d'autres choses, mais effectivement, le monde ne marche pas comme ça. Et cette croyance, elle est extrêmement dangereuse pour l'éducation. C'est pas du tout comme ça que l'humain apprend. Alors j'ai 2 questions que je vais un petit peu rapprocher parce qu'elles sont un peu connectées. La première, c'est si l'école ralentit le temps, comment faire pour que les apprenants soient impliqués dans cet apprentissage? Et une autre question de Thierry 49 qui demande est-ce qu'un travail plus coopératif est-il envisageable? Donc là, on commence un petit peu plus à rentrer dans les questions de éduquer avec plutôt que éduquer au. Et d'ailleurs, c'est peut-être intéressant de marquer un peu la différence entre les deux. Oui, alors effectivement, l'engagement, c'est central. En fait, comment engager des apprenants, quel que soit leur âge, dans les activités éducatives. Il y a des choses où ils vont s'engager facilement parce qu'ils en comprennent et ils sont associés, ils ont un projet qui leur permet de se dire voilà, si je fais ça, ça va m'être utile, donc je m'engage et je prends ce qu'il faut pour m'engager convenablement. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Et effectivement, toute la clé et la difficulté de l'éducation, c'est bien d'arriver, dans la plupart des situations, à plus qu'impliquer, c'est à engager les élèves. S'ils sont engagés, ils vont apprendre. Alors l'engagement, il peut être individuel, et souvent, il est mieux s'il est collectif, c'est-à-dire si on arrive à engager les élèves en groupe, c'est-à-dire le fait qu'ils feront des choses ensemble,
ils vont échanger ensemble, ils vont construire des choses en commun, ils vont s'entraider, etc., etc. Alors, de temps en temps, bien sûr, il faut des performances individuelles, mais ça peut être facilité avec des modes d'acquisition liés à des activités collectives. Et il faut après arriver à articuler un petit peu ces éléments d'apprentissage individuel avec ces apprentissages et ces activités collectives. Alors, la coopération ou la collaboration sont des choses très, très importantes. Alors, internationalement, on fait des différences de temps en temps entre les niveaux de coopération et de collaboration. Il y a un phénomène intéressant, c'est qu'on pense qu'il y a de la collaboration au moment où on est obligé de prendre le point de vue de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'éducation. La coopération peut être une simple division du travail. On a un objectif commun, chacun fait un bout, et puis c'est bon. Mais si on fait qu'un petit bout, et si on n'est pas engagé, impliqué sur l'ensemble, finalement, on n'apprend pas le reste. Le risque, c'est ça. Chacun fait ce qu'il sait déjà faire, et personne n'apprend grand-chose. Aller plus loin, c'est-à-dire partager les éléments communs, ça c'est très important dans les phénomènes de collaboration. Mais après, aller plus loin en disant, voilà, c'est pas uniquement ce qu'on va défendre qui compte, mais être capable de prendre en compte véritablement le point de vue d'une autre personne, même si on n'est pas d'accord, et de faire des efforts d'intercompréhension, ça c'est tout à fait important. Et l'école, bien sûr, elle a un rôle central à jouer autour de ça. Merci. Alors donc effectivement pour compléter sur la question de l'école, on a quelques questions qui reviennent preuve qu'on est aussi suivi par des partenaires de l'école. C'est par exemple quel rôle les éducateurs spécialisés d'un service éducatif en milieu ouvert par exemple, comme partenaires de l'éducation nationale, peuvent-ils jouer donc quel rôle les éducateurs spécialisés peuvent-ils jouer afin d'accompagner l'école dans sa mission de sensibilisation au profit des jeunes pour une utilisation raisonnable des équipements numériques? Alors là, oui, ils ont un rôle forcément important à jouer, justement, parce qu'ils vont côtoyer les jeunes dans leur utilisation, justement, hors l'école, et faire de liens, et les amener à s'engager aussi dans l'école, ben, c'est très important. Je ne sais pas comment faire. Hein. Moi, ça, c'est un travail dont j'ignore effectivement le cœur, mais c'est, à mon avis, tout à fait central. Et c'est des éléments qui sont très difficiles quand un jeune ou un enfant a compris ce que pouvait lui apporter l'école et ce qu'il peut faire à l'école, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent, ben on a gagné une bonne partie des choses. Après, il va s'engager justement dans les activités, il va apprendre, et on peut espérer que ce phénomène va l'amener dans des spirales positives, justement pour mieux s'intégrer dans la société et trouver des choses qui l'intéressent et qui l'épanouissent. Oui, en l'occurrence, c'est effectivement une thématique qui revient souvent, la question du continuum éducatif entre l'école, le temps parental et le temps de tous les acteurs partenaires de l'école. Et ce sont des sujets effectivement qui progressent. Et la trousse à projet travaille sur ces questions. Elle propose des ressources dont je vous reparlerai en conclusion. Mais effectivement, c'est un sujet, comme dit Eric, qui est aussi pas terminé puisque on est en plein dedans. Ce sont des choses qui sont encore récentes, qui ont été accélérées avec les périodes, la période de pandémie qu'on a vécue et qui ont rapproché finalement ces différents acteurs éducatifs. Alors j'ai une autre question de Marion qui se rapproche un petit peu des questions que j'avais évoquées avant, mais qui est intéressante. C'est ne pourrait-on pas favoriser l'apprentissage détourné des outils numériques dont vous parlez par les jeunes eux-mêmes pour les impliquer davantage? Donc là, il y a presque une double question. Il y a la question de détourner, d'avoir un apprentissage par le détournement d'outils numériques, mais en même temps aussi pour les impliquer davantage. Toujours dans le cadre sécurisé de l'école ou d'associations périscolaires, est-ce que cela a déjà été pensé? Est-ce que ça comporterait des risques? Moi, ça me fait quand même penser aussi aux travaux d'André Tricot, qu'on aura d'ailleurs dans ce cycle de conférences et qui lui aussi démystifie les apports du numérique dans l'éducation et notamment que le numérique, le entre guillemets numérique, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le numérique, mais favoriserait l'implication et l'engagement des jeunes. Oui, le numérique favorise en rien l'implication et l'engagement. On est d'accord. Après, je veux dire, dès qu'on a des objectifs éducatifs, si on sait ce qu'on veut essayer de faire, effectivement, concevoir les bonnes activités, les encadrer convenablement, tout ça, je ne sais pas, bien sûr, rien n'est sans risque, hein. C'est ça qui est compliqué. Mais le risque zéro, bah, tout le monde le dit, n'existe pas. Le fait de s'amener collectivement, le fait d'engager les personnes, fait que normalement on minimise tout ça. C'est-à-dire on est dans des spirales où si les enfants et les adultes sont engagés en même temps,
voilà, ça minimise les risques de déviation. Mais je veux dire, on ne peut pas se garantir des déviations. Ça, c'est très compliqué. Juste un point pour revenir à la question précédente, parce que ça, c'est une étude que j'ai faite assez récemment sur, en fait, l'usage des technologies un peu à distance. En gros, avoir des ressources technologiques qu'on utilise pour l'ensemble de la population. Alors, c'est une chose qui revient, et la première étude d'ampleur, ça a été avec l'émission de télévision Sesame Street en 1970 aux États-Unis. Sesame Street, on connaissait ça parce que on a vu les marionnettes utilisées de rue Sésame en France après. L'objectif, c'était un objectif direct d'apprentissage en 70 pour préparer les élèves défavorisés et plutôt des quartiers noirs et hispaniques du fait qu'il n'y avait pas de maternelle aux États-Unis pour qu'ils puissent ne pas avoir trop d'écart à leur entrée à l'école. Et justement, diminuer les écarts et voir si la télévision était un bon outil pour cela. Les premières études ont montré que c'était bon, mais on s'est aperçu 2-3 ans après que, au contraire, ça augmentait les écarts. Ça augmentait les écarts parce que finalement, on donne une ressource à tous et qui est capable finalement de l'utiliser valablement, c'est plutôt les gens qui sont déjà favorisés. Et après, là, ils ont bien montré, et cet effet Sesame Street est bien connu, on l'a vu avec les portables. En fait, dès qu'on fait des choses pour tout le monde, la technologie, en fait, fait comme ça, elle augmente d'office les inégalités. Et ça, c'est prouvé depuis 1970. On sait que c'est toujours pareil. La seule chose à faire dans ces cas-là, c'est des politiques compensatoires. C'est justement, on a besoin d'autres personnes qui vont, dans les milieux défavorisés, aider les gens à suivre ça, l'aider à prendre en main tout ça. Et c'est le seul moyen que ça fonctionne. Si on ne le fait pas, ça ne pourra jamais fonctionner. Donc, c'est justement cette association qui est tout à fait nécessaire. Et dans le confinement, toutes les associations qui ont aidé le travail scolaire en fournissant de la nourriture, en fournissant des photocopies, etc., en aidant les jeunes, tout ça, c'est ce qui a permis de ne pas augmenter la fracture scolaire. En général, si on ne fait rien, mettre beaucoup de numérique augmente les inégalités. Ça, c'est très important à comprendre. D'où la nécessité d'avoir des gens qui ont pour rôle, justement, de trouver les compensations et d'intégrer, de pousser les jeunes, justement. C'est un message très très important et ça m'amène finalement un petit peu à deux dernières questions avant de conclure cette première conférence. Alors la première, c'est afin de permettre aux enfants que l'on accompagne en accueil de loisirs, est-il plus pertinent de proposer des temps de liberté d'utilisation des outils numériques et si oui, dans quelle mesure? Si trop de contrôle parental, comment les sensibiliser aux dangers de l'infini Internet, ou de leur proposer de participer à des programmes de recherche de type Sauvage de ma rue, qui est un programme de sciences participatives. Là, il y a un peu la question de quand on est effectivement acteur partenaire de l'école et qu'on encadre des jeunes hors temps scolaire, est-ce qu'il vaut mieux être dans un temps libre, peut-être un peu accompagné, ou peut-être sur des temps un peu plus contrôlés? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que les deux sont bons. Après, c'est le bon dosage entre les deux, suivant l'école. Il n'y a pas de raison que tout ça s'applique uniformément à toutes les populations. Bien sûr. Au contraire, déjà, s'il y a ça, s'il y a des bonnes idées derrière, faut le faire, quoi, point. Oui, là-dessus, je pense, Eric, qu'on serait d'accord pour dire qu'il faut que les acteurs éducatifs se fassent confiance. Enfin, on dit souvent de se faire confiance sur les bonnes ressources, les bonnes choses à faire. Et puis, comme vous le disiez, il y a un essai-erreur qu'il faut aussi accepter sur ces technologies et que voilà, pour le coup, le fait de se tromper n'est pas un drame. Et pour une dernière question pour avant de ma petite conclusion, c'est une question de Caro 85 qui pose un peu toute la question après et tout l'enjeu finalement auquel on fait face. C'est les enseignants sont-ils déjà à l'aise avec l'outil numérique? Alors là, on ouvre un énorme sujet et d'ailleurs on pourrait dire est-ce que les acteurs éducatifs, y compris les parents, sont à l'aise avec les outils numériques, leur permettant peut-être de faire facilement cet accompagnement. Je pense effectivement que c'est... Et non, c'est pas bien grave. C'est-à-dire que, en fait, la difficulté est toujours la même. C'est-à-dire, si on veut que l'école utilise les dernières technologies qui viennent de sortir, l'école ne sera jamais au point. C'est pas possible. On n'aura jamais l'argent pour ça, donc ça ne marche, ça peut pas marcher. Il faut qu'il y ait des technologies, pas forcément les dernières qui viennent de sortir, mais celles qui sont à peu près équivalentes, moins bonnes, mais justement, on fait la différence dans les activités qu'on va mettre en place. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, on n'est pas dans le contrôle. L'imaginaire fait qu'on va contrôler l'apprentissage tout le temps. On va faire exactement la bonne chose au bon moment pour le bon apprenant. Mais ça, on ne sait pas le faire, ça n'existe pas, ça.
Et l'intelligence artificielle qui prétend ça, c'est totalement faux. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire. Au contraire, il faut essayer de montrer, il faut réguler un peu ce qu'on fait. Si ça marche pas, ben on change. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Et souvent, les élèves peuvent avoir des expériences. Voilà, tout d'un temps, ça se trompe un peu, mais c'est une expérience intéressante pour eux quand même. S'il n'y a pas trop de risques, c'est bon. C'est ça la difficulté, c'est de se dire, on veut avoir les recettes en disant voilà, c'est ça qu'il faut faire, on est sûr que ça marchera. Et ben, vous n'aurez pas ces réponses. Personne ne pourra vous dire, s'il est sérieux, que si vous faites ça, c'est sûr que ça marche. Sinon, vous prenez des robots, vous ne prenez pas des enfants. Ben, c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Eric. C'est la fin de notre première conférence. Merci de nous avoir suivis très nombreux en direct, puisque vous étiez près de 300 à nous suivre. Merci pour vos questions, vos interactions, votre présence, votre intérêt. Merci aussi aux partenaires qui ont contribué à programmer ce cycle de conférences. Évidemment, un grand merci à Eric Brouillard qui a accepté d'ouvrir sur cette première idée reçue, celle des compétences numériques des jeunes. Donc pour celles et ceux qui se posaient la question, cette conférence a été enregistrée. Elle sera retransmise très prochainement à la fois sur le compte YouTube et sur le futur site internet de la Trousse à Projet, dont la sortie est prévue pour la rentrée de septembre. La vidéo sera partageable sans problème et elle sera accompagnée d'une fiche outil qui reviendra un petit peu sur le cœur de ce qui a été dit pendant ce temps de conférence. Cette fiche outil permettra aussi de faciliter d'autres échanges, d'autres discussions, d'autres rencontres que chacun pourrait avoir autour de cette thématique qui, en fait, on l'a vu, est un préalable à toute coéducation numérique. Rendez-vous le mercredi 8 juin prochain, même heure, 14h, 14h45, pour notre deuxième conférence autour de la question suivante, vrai ou faux, rien de mieux qu'un écran pour calmer son enfant. Nous aurons cette fois la chance d'être accompagnés par Sophie GL, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et sociologue des pratiques médiatiques et numériques des jeunes. Encore merci à toutes et à tous et excellente fin de journée à vous.